Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have, make up your mind to have no regrets, no regrets. Recline yourself. Elle est venue au monde le 27 mars 1924 à Newark, dans le New Jersey. Elle a étudié le piano et l'orgue et chantait à l'église baptiste Mount Zion. Dès ses 15 ans, elle faisait l'école buissonnière pour assister à des spectacles de danse. Bientôt, encore à l'adolescence, elle performait dans des clubs où elle assurait le chant et le piano. Devant la beauté et la puissance de sa voix, on la surnomma Sassy, puis The Divine One. Voici l'histoire de l'une des plus grandes chanteuses de jazz, Sarah Vaughan. À l'âge de 7 ans, la jeune Sarah prenait des cours de piano. Avec un talent certain, elle deviendra une pianiste accomplie, capable de jouer des partitions compliquées tout en chantant. Elle a été élevée dans un milieu très religieux. Elle était la fille d'Asbury et d'Ada Vaughan. Ses parents l'ont toujours encouragée dans ses aspirations musicales. Il y avait un piano à la maison dont elle pouvait jouer à volonté, en plus de ses leçons et des services religieux le dimanche. Sarah Vaughan va abandonner ses études dès le secondaire pour se consacrer exclusivement à une carrière de chanteuse pianiste au début des années 40. À l'exemple d'Ella Fitzgerald, Sarah sera une artiste qui va innover et imposer sa personnalité et son talent dans un monde qui était dominé par les hommes. Une artiste comme Billie Holiday avait débuté sa carrière en accompagnant les orchestres lors des soirées ou sur les enregistrements. À cette époque, la chanteuse était moins importante que le chef et l'orchestre. Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan vont faire en sorte que les choses vont bientôt changer. Sarah Vaughan avait peut-être la plus belle ligne de chant de cette époque. Son registre lui permettait d'atteindre des notes que peu de chanteuses pouvaient se permettre. Bientôt, les enregistrements sur disque et les affiches seront intitulés Sarah Vaughan avec l'orchestre concerné. La chanteuse était maintenant au premier rang et n'accompagnait plus. Elle était la vedette. Dans les années 1939 à 1941, bien qu'elle soit talentueuse, elle n'est toujours pas dans la cour des grands. Elle se produit en tant qu'amateur. En 1942, alors qu'elle est maintenant âgée de 18 ans, elle participe à un concours de talent au fameux Apollo Theater d'Harlem. De grands noms de la musique ont fréquenté cet endroit mythique, un endroit qui vous assure un passeport pour le succès si vous parvenez à vous imposer. Sarah Vaughan était parfaitement capable de supporter la pression. Elle remporta le concours avec la chanson Body and Soul. Elle recevra un prix de 10 $ pour sa performance. Les yeux sont maintenant tournés vers elle. Les propositions vont arriver. En novembre 1942, elle aura l'honneur de faire la première partie d'Ella Fitzgerald à l'Apollo. Fitzgerald, à cette époque, était déjà une très grande vedette. Earl Hines l'embauchera par la suite pour chanter comme deuxième chanteuse dans son orchestre, derrière Billy Eckstine. La vraie carrière professionnelle de Sarah Vaughan vient de commencer. I'm moaning all the morning and moaning all the night.
L'orchestre de Earl Hines était d'un haut niveau. Pour se hisser dans ce groupe, il fallait un talent hors du commun. Vaughn avait eu la permission d'assister à une répétition. On lui permet de chanter et elle parvient à faire l'unanimité parmi les musiciens et Hines. Cet orchestre était pour le moins intimidant. On y retrouvait les trompettistes Dizzy Gillespie et Fats Navarro et l'incomparable Charlie Parker. Ce sont tous des gens qui ont connu des carrières exceptionnelles. Seule parmi tous ces hommes, elle est parvenue à se faire accepter sans peine. Elle chantait à égalité avec Eckstein. Le premier concert à l'Apollo, le 23 avril 1943, remplit toutes ses promesses. Sarah Vaughan assure et est applaudie à tout rompre. Hines décide d'en faire sa première chanteuse. Billy Eckstein était un excellent chanteur, en plus d'être un trompettiste et un chef d'orchestre accompli. Earl Hines s'appropriait la découverte de Sarah Vaughan, mais en réalité, celui qui avait découvert la jeune chanteuse, c'était Billy Eckstein. Plus tard, dans l'année 1944, il décide de former son propre big band avec des noms à donner le vertige, comme Charlie Parker, Art Blakey, Miles Davis et bien sûr la chanteuse Sarah Vaughan qui vient le rejoindre en décembre 1944. Le 5 décembre, Sarah enregistre son premier disque, I'll Wait and Pray, avec le soutien de l'orchestre de Eckstein. Elle franchit un grand pas. Leonard Feater, producteur, lui permet d'enregistrer en tant que leader pour l'étiquette Continental, avec le support de 7 musiciens. Au total, elle enregistrera 4 chansons pour l'étiquette de Feater. Sa présence avec l'orchestre d'Eckstein durera moins d'1 an. Elle décide de voler de ses propres ailes et de se produire en solo dès l'année 1945. La carrière de la Divine One est sur la bonne voie. Il ne lui reste plus qu'à démontrer tout son talent. Elle se produit pour la plupart du temps en solo. En mai 1945, elle enregistre Loverman avec Dizzy Gillespie et Charlie Parker. L'étiquette Musicraft la met sous contrat à l'automne pour des enregistrements avec Stuff Smith. Les enregistrements se succèdent à des intervalles variés. En 1946, la chanson If You Could See Me Now est un joli succès pour elle. Les orchestres du moment, comme Dickie Wells et Georges Holt, décident de s'assurer ses services. Vogue n'a que 22 ans et déjà, elle a acquis une très belle renommée. Elle se produit au Café Society Downtown, au Sheridan Square de New York. C'est un endroit fétiche pour elle, où elle est souvent à l'affiche. Elle rencontre le trompettiste George Tridwell, dont elle va tomber amoureuse. Tridwell prend sa carrière en main. Il s'occupe de toutes ses finances. Il la conseille judicieusement pour son habillement et lui fait même refaire ses dents du devant. Le couple va se marier le 16 septembre 1946. Elle enregistre pour l'étiquette Musicraft des chansons comme Don't Blame Me ou I've Got a Crush on You. Elle continue en 1948 avec Tenderly, qui devient un grand succès, ainsi que It's Magic et Nature Boy. Sarah Vaughan n'enregistre pas à profusion, mais la qualité est au rendez-vous à chaque fois. Au total, durant les années 40, Sarah Vaughan enregistrera un total de 49 chansons pour les étiquettes Continental, Guild, Musicraft
et Crown. Sarah va continuer de se produire sur les scènes musicales et d'enregistrer avec des orchestres variés. Bien qu'elle a déjà une solide réputation, elle n'a toujours pas signé pour une étiquette de renom, pouvant lui assurer une meilleure distribution et une meilleure publicité. Ce sera chose faite en 1949, alors qu'elle appose sa signature au bas d'un contrat d'une durée de 5 ans avec la célèbre étiquette Columbia. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. De 1949 à 1953, Sarah Vaughan va enregistrer tout près de 70 titres pour la Columbia. Un titre comme Black Coffee se hissera jusqu'à la 13e place du Billboard. Vaughan ne se limite pas qu'au jazz, elle aborde la chanson populaire avec le même bonheur. En 1950, son premier album, Sarah Vaughan, avec des titres comme Nice Work, If You Can Get It ou East of the Sun, demeure un album de légende. L'association avec Columbia ne sera toutefois pas heureuse pour Vaughan, qui considère que Columbia n'en fait pas assez pour elle, blâmant l'étiquette pour de mauvaises ventes. Malgré son insatisfaction, le passage chez Columbia de Sarah Vaughan sera une période de grande réussite artistique. Elle enregistrera de grandes chansons comme This Thing I Offer You, I Love the Guy et bien d'autres. Son chant était tout simplement le plus maîtrisé de cette période. Elle avait une puissance contrôlée de sa voix avec un vibrato complètement inexistant. À l'exception d'Ella Fitzgerald, bien peu de chanteuses pouvaient se comparer à elle à cette époque. Libérée de son contrat de la Columbia, Vaughan restera une année sans enregistrer. Des problèmes personnels et une dépression nerveuse ralentissent ses activités. En 1954, elle signe avec une autre grande étiquette, Mercury, où elle va connaître sa plus belle période discographique avec plusieurs albums dont la qualité ne se dément pas. Contrairement à Columbia, où elle était cantonnée à une musique populaire, Mercury lui accorde la possibilité d'enregistrer de la musique commerciale pour son label et du jazz pour sa division MRC. Elle aura maintenant son mot à dire dans la réalisation et dans le choix des morceaux. La collaboration avec Mercury va durer de 1954 jusqu'à 1959. Son premier disque avec Mercury se nommera tout simplement Sarah Vaughan. Enregistré en décembre 1954, il sort durant l'année 1955. Cet album jazz demeure l'une des réalisations qui a donné le plus de satisfaction à Vaughan. Le temps bonifiera cet enregistrement, qui sera vu comme un sommet pour la chanteuse. Le magasin Penguin Guide ne tarissait pas d'éloges. Il est très difficile de trouver un défaut dans ce qui devrait être reconnu comme l'un des grands disques vocaux de jazz. September Song ou April in Paris font partie d'un ensemble de 9 chansons où Sarah démontre tous les talents vocaux qui l'habitent. Ce disque sera intronisé au Grammy Hall of Fame en 1999. Durant ces années chez Mercury, Sarah Vaughan est entourée des meilleurs musiciens du moment. Jimmy Jones, un célèbre pianiste, Joe Benjamin comme bassiste et le batteur Roy Haynes vont l'accompagner sur son premier album. Les années suivantes verront la parution de l'album Sassy en 1956
avec Al Mooney et son orchestre. 13 titres où Sarah chante Cole Porter, Benny Carter ou encore Ogi Carmichael. Sarah est aussi à l'aise avec un grand orchestre big band qu'avec un petit ensemble. Swingin' Easy en 1957 regroupe 12 nouveaux titres. Sarah continue à se faire plaisir dans le jazz, qui est maintenant dominant dans son répertoire. Elle retrouve son ancien complice, Billy Eckstine, pour un album de duo durant la même année. Vaughn et Eckstine chantent tous les deux des chansons d'Irving Berlin. Le critique Stephen Cook dira, surpassant parfois leur splendide côté solo, Vaughn et Eckstine se délectent évidemment de la compagnie de l'autre, ici mélangeant parfaitement leur voix sur presque chaque morceau, un moment fort du pays du jazz vocal. L'année 1958 voit l'arrivée de disques consacrés aux grands compositeurs américains. Sarah Vaughan sings Broadway, Sarah Vaughan sings Gershwin, sont deux grands albums où elle fait une compétition certaine à Ella Fitzgerald, qui enregistre dans le même répertoire des fameux songbooks. 3 autres albums vont paraître en 1959, alors que Sarah enregistre à un rythme soutenu. No Count Sarah, Vaughan and Violins, orchestré et dirigé par Quincy Jones, sort en mars, suivi du disque The Magic of Sarah Vaughan, qui termine une année pleine de succès. Close to You sera le dernier disque que Vaughan enregistrera pour Mercury. Les enregistrements sont arrangés par Belford Hendricks et Fred Norman. La période artistique chez Mercury sera remplie de succès pour Vaughan, une période où elle enregistrera à satiété et où elle se produira partout aux États-Unis avec des tournées en Europe. Si sa carrière est au sommet, on ne peut en dire autant de sa vie privée. Sa relation avec son mari, George Treadwell, est au plus mal. Après avoir engrangé des sommes astronomiques durant les années 50, elle se rend compte qu'il dilapide tout son argent. Elle demandera le divorce en 1958. Vaughan gagnait plus de 200 000 $ par année durant cette période, ce qui représentait une somme astronomique. Elle se retrouve presque sans le sou. Vaughan avait fait l'erreur de tout confier les finances de sa carrière à son mari. Treadwell déclarera une somme de 16 000 $ à diviser entre les deux parties. Après son divorce en 1958, elle se remarie avec Clyde Atkins le 4 septembre. Vaughan recrée le même schéma que précédemment. Elle donne la direction de sa carrière et de ses revenus à Atkins. Elle signe pour l'étiquette Roulette de Maurice Lévy. Le succès et la qualité continuent d'être au rendez-vous pour Vaughan, qui a maintenant 36 ans, toujours en possession de ses capacités vocales. Au printemps 1960, Dreamy est le premier disque à paraître, dans la plus pure tradition jazz avec de belles ballades. Elle réussit sa rentrée chez sa nouvelle étiquette. The Divine One, en décembre, est arrangé par Jimmy Jones. Cet enregistrement, avec un ensemble réduit, laisse place à ses prouesses vocales qui sont toujours au niveau. Le passage de Sarah Vaughan chez Roulette sera des plus productifs. Au moins une douzaine d'albums vont paraître sur une période s'étirant jusqu'à 1964. Elle choisit par la suite de revenir chez Mercury, où elle avait toujours été bien traitée et où elle avait rencontré
un succès qui ne s'était jamais démenti. Elle collabore avec Benny Carter, Quincy Jones et Gerald Wilson. Roland Hanna et Bob James demeurent ses pianistes. Elle enregistrera une autre série d'albums jusqu'en 1967. Vaughn with Voice, en 1964, reçoit de Leonard Feather, l'un des premiers qui lui avait donné sa chance, une critique élogieuse. Il dira de ce disque que c'est la fusion la plus joyeuse de voix solo et de groupe vocal jamais enregistrée sur bande. L'album Sweet and Sassy avec Lalo Schifrin, arrangeur et chef d'orchestre, renoue avec le grand Big Band. Viva Vaughn en 1965, malgré ses qualités, marque un certain recul et rencontre un succès moindre. Sarah Vaughan Sings Mancini est une jolie réussite avec 12 excellentes chansons. Pop Artistry of Sarah Vaughan fait son apparition en 1966. Luci de Jesus est arrangeur et le chef d'orchestre de ce qui est une réussite qualifiée de package musical gratifiant. Plus tard dans l'année, The New Scene renouvelle l'expérience avec Luci de Jesus. Vaughan demeure dans l'excellence. 2 autres albums vont venir clôturer son association avec Mercury en 1967. It's a Man World, toujours dans le style vocal jazz. Al Mooney, Bob James et Bob Fredman s'unissent pour les arrangements. Sassy Swings Again est son dernier disque qui va marquer une pause de 4 ans pour Vaughan. Malgré une qualité qui ne se dément pas, Sarah Vaughan est victime d'un certain désintéressement du public pour le jazz. Les années 60 sont complètement dominées par les Beatles et d'autres groupes qui suivent leur exemple. C'est ainsi que même si elle conserve ses fidèles et qu'elle continue à se produire sur la scène, elle sera 4 longues années hors des studios, avec aucune proposition de contrat. De 1960 à 1967, Sarah Vaughan a enregistré un grand nombre de chansons. Elle rencontrera un succès artistique qui ne se démentira jamais, malgré que la mode musicale fera en sorte qu'elle sera moins populaire. On ne peut en dire autant de sa vie sentimentale. Son premier mariage avec George Tridwell se termina de façon malheureuse en 1958. Celui avec Clyde Atkins est tout aussi malheureux. En 1961, le couple adoptera une fille qui se nommera Paris Vaughan. La relation du couple va se détériorer. Clyde Atkins était un homme violent. Sarah demande le divorce en 1963. 2 amis de confiance, John Preacher et Clyde Golden, découvrent que ses finances sont au plus bas. Atkins a tout dépensé les avoirs de Vaughan, qui se retrouve avec des dettes de 150 000 $. Sarah perd sa maison d'Englewood et doit travailler plus que jamais pour se refaire une santé financière. Elle garde sa fille Paris auprès d'elle. Après plus de 12 années de grand succès, avec des revenus par mois de plus de 200 000 $ par année, elle se retrouve endettée et sans le sou. Sarah Vaughan rencontre Marshall Fisher à Las Vegas. Fisher est réellement amoureux de Sarah et prend soin d'elle et de ses finances. Durant les années 70, elle va recommencer à enregistrer, mais à un rythme beaucoup moins élevé qu'au cours des 2 décennies précédentes. La décennie verra tout de même la parution de 9 albums. A Time in My Life, album studio
sorti en 1971, est arrangé par Ernie Wilkins. C'est son premier disque en 4 ans sur étiquette mainstream. Sarah Vaughan with Michel Legrand est une association inattendue en 1972. Le disque est plutôt bien reçu. Legrand se méritera même un Grammy Award pour son arrangement de What Are You Doing the Rest of Your Life? Feeling Good, où Sarah plonge dans un répertoire populaire, rencontre un succès d'estime. Sand in the Clouds, en 1974, se continue dans un répertoire populaire. La pochette soulève la colère de Vaughan. Un clown avec une coupe afro ne représente aucunement l'image qu'elle avait toujours voulu projeter. Elle va intenter un procès pour fausse représentation de son image. Malgré sa colère, la chanson Sand in the Clown fera partie de son répertoire de façon durable. Elle se dirige par la suite vers l'étiquette Pablo en 1977. I Love Brazil, album de Bossa Nova, peut-être son meilleur disque des années 70. Antonio Carlos Jobim participe à cet album qui sera en nomination aux Grammy Awards. 2 albums consacrés à Duke Ellington en 1979 vont terminer la décennie. Sarah Vaughan est toujours en pleine possession vocale. Tout au long de sa vie, sa voix ne déclinera que très peu. Elle gardera toujours une voix claire et puissante. Songs of the Beatles est un album surprise dans un registre populaire. L'album, avec des qualités évidentes, est plus ou moins réussi, avec des arrangements défaillants par moments. Crazy and Mixed Up, en 1982, est en nomination pour un Grammy Award pour la meilleure performance vocale féminine. Elle remporte son premier Grammy en 1982 pour Gershwin Live. Brazilian Romance est son ultime album en 1987. Il est enregistré au Brésil. Elle est une nouvelle fois en nomination pour un Grammy Award pour sa performance vocale. Cet album est le 48e de sa carrière, avec 10 albums live. Elle laisse un héritage discographique hors du commun, un répertoire varié où elle maintient une santé vocale tout au long de sa carrière. En 1989, elle est aux prises avec une santé déclinante. Elle est âgée de 65 ans. Elle semble de plus en plus fatiguée, même si rien ne paraît sur scène. Elle est dans l'obligation d'annuler une tournée en Europe en 1989. On lui diagnostique un cancer du poumon à New York. Ébranlée, la chanteuse ne termine pas son engagement au Blue Note Jazz Club. Elle retourne en Californie pour se soigner. Après plusieurs mois de chimiothérapie, elle décide d'interrompre les traitements et s'en retourne finir ses jours dans sa maison. Elle meurt le 3 avril 1990, à l'âge de 66 ans. Elle est enterrée au cimetière Glendale, à Bloomfield. Jump up and down, shake of the sun, life like a balloon, everything is fun, it's crazy, but I'm in love. I act like a fool, what do I care? I'll be a fool as long as you're there, it's crazy, but I'm in love. Sarah Vaughan est venue au monde le 27 mars 1924 à Newark, au New Jersey. En 1942, à l'âge de 18 ans, elle a gagné un concours au Apollo Theatre qui lui a permis d'intégrer l'orchestre de Earl Hines. Durant les années 40, elle alternera enregistrement et présence sur scène avec beaucoup de succès. À l'exemple d'Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan était une maître du scat.
Elle était dotée d'une voix puissante, avec une diction parfaite. Elle pouvait s'adapter à tous les styles, avec une voix qui pouvait atteindre 3 octaves. En 1950, sa signature chez Columbia sera le début d'une carrière discographique glorieuse, avec un grand total de 48 albums studio et 10 albums en direct. Elle laisse un legs musical important. Elle est considérée comme l'une des 4 plus grandes chanteuses de jazz au monde. Tout au long de sa carrière, elle a été performante, avec une voix presque intacte. Sarah Vaughan a été mariée 3 fois, avec George Treadwell entre 1946 et 1958, Clyde Atkins entre 1958 et 1963 et à Wyman Reed entre 1978 et 1981. Marshall Fisher aura été son compagnon de 1971 à 1977. Elle n'aura jamais d'enfant. Elle adoptera une fille, Debra Lois, en 1961. Cette fille se nommera professionnellement Paris Vaughan. Elle restera toujours auprès de sa mère. Elle sera honorée à diverses occasions durant sa carrière. Elle recevra un Emmy Award pour l'ensemble de sa carrière en 1981, un Grammy Award en 1982, un autre Grammy en 1989 pour l'ensemble de sa carrière. Elle aura l'honneur de voir son étoile sur le fameux Hollywood Walk of Fame en 1985. Sarah Vaughan, surnommée Sassy et plus tard The Divine One, est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses jazz au monde. Honneur à une grande carrière, l'une des plus belles voix du 20e siècle. It's crazy, but I'm in love, love, love. It's crazy, but I'm in love. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand, I get misty just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You might say that you're leading me on, but that's just what I want you to do. Don't you notice just how helplessly I'm lost? That's why I'm following you. Oh, my own. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too misty,
and too much in love. I get misty and too much in love.